I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Bonjour Monsieur Tournant. Bonjour Monsieur Lévergie. Alors, les tournois préparatoires, tournois sur gazon, je suppose. Exactement. Préparatoire à Wimbledon, ça approche. Hein. Ah ben c'est début du mois de juillet. D'accord. Avec donc des tournois en ce moment en Allemagne et en Angleterre. Il y avait 3 Français sur les cours. Il y en a 2 qui sont tombés. Ça se passait au Queen's, notamment pour les 2 garçons qui ont chuté. Regardez, sur le gazon du Queen's Club à Londres, Joe Wilfried Tsonga éliminé au 2e tour. Le Français 10e mondial, sorti d'entrée à Roland-Garros, n'a pas fait le poids face au Luxembourgeois Gilles Muller, 26e du classement en grande forme. Il a 34 ans. Il a remporté cette année ces 2 titres, dont celui de Bois-le-Duc dimanche dernier, le score 6-4, 6-4. Julien Beneteau, lui, a un peu plus bataillé avant de s'incliner face au Bulgare Dimitrov, 11e du classement. Le tricolore, 87e, issu des qualifications, battu 4-6, 6-3, 6-4. En près de 2 heures, oui, il s'est relevé. La victoire française du jour sur herbe, c'est pour Richard Gasquet au service à Halle en Allemagne. Le Biterrois 30e n'a pas forcé pour écarter l'Australien Tomic qui passe donc en quart de finale, le Français. Et c'était la 9e fois qu'ils se rencontraient, 2 garçons. 7e victoire pour Richard Gasquet qui s'impose 6-3, 6-3 et en quart de finale, il affrontera le néerlandais Robin Haas. Il a l'air plus à l'aise sur le gazon, Oui. Gasquet, Oui, non? plutôt. Bon, allez, il y a du foot, j'espère. Oui, sur gazon encore. Hein. Oui, C'est la Coupe des Confédérations. Pareil, pas la même balle, Pareil, mais bon. un petit peu plus gros le terrain. Et il n'y a pas de filet. En tout cas, les filets, il faut mettre le ballon dedans. Et ça se passe bien pour le Portugal. Ouais, pas mal, celle-là. Regardez, les Portugais, après leur match nul face au Mexique, les Portugais ont battu la Russie, pays hôte. Victoire des champions d'Europe 1-0. L'unique but inscrit par Cristiano Ronaldo, le ballon d'or, donc à la 8e minute, tête croisée. Prochain adversaire, la Nouvelle-Zélande, samedi. Du basket 3 contre 3, Coupe du Monde à Nantes. La France décroche le bronze après sa victoire contre la Slovénie, 18-17. Alors la discipline sera au programme des JO de Tokyo dans 3 ans. Ça joue sur un demi-terrain, un seul panier. Le panier vaut 1 point à l'intérieur de l'arc de cercle, 2 à l'extérieur. Et les matchs durent 10 minutes où il faut aller jusqu'à 21 points. Et la Serbie conserve son trophée. Le Tour de France débute dans quelques jours, le 1er juillet. Et ça roule pour Arnaud Démare au bout des 201 km de Halle-Ingoingem en Belgique. Au sprint massif, il remporte ce coureur de Beauvais. Sa 2e victoire sur cette épreuve. La première, c'était en 2014. Tiens, à propos de basket, il y a une draft en ce moment. En ce moment, la NBA. Oui, on choisit les jeunes joueurs qui rentreront en NBA. Il y a quelques Français, notamment un Strasbourgeois. Ouais. On essaiera d'aller voir ce grand garçon, parce qu'il est jeune, mais très grand. Il y a un très jeune Strasbourgeois qui va peut-être être coopté drafté, comme on dit là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis fauteuil. Avec l'Open de France. En ce moment, ça se passe à Antony. Et le numéro 1 français a passé le premier tour. Regardez, le numéro 1 français, il s'appelle Stéphane Houdet, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Rio. C'est vrai. Récent vainqueur en double à Roland-Garros. Il a battu le japonais Tukoya Miki 6-4, 6-1. Rappelons que les joueurs ont le droit à 2 rebonds. Et l'Open de France, c'est jusqu'à dimanche. Donc, allez les voir. Ce soir, il y aura du kickboxing au stade Pierre de Coubertin à Paris. Ce garçon s'appelle Cyril Benzaken. Il a 28 ans. Il est natif de Clamart, double champion du monde. Il remet son titre en jeu face à un Belge. Cyril compte 51 combats, 42 victoires, dont 7 par KO, un seul nul et seulement 8 défaites. On le soutient, ce garçon. Et pour finir, une belle carte postale, William, une carte postale ensoleillée, envoyée par les Soul Flyers. Les Annéciens, Fred Fugin et Vincent Refait, multiples champions du monde de chute libre, ont sauté au-dessus de la Guadeloupe et ils ont inventé un nouveau sport, le lancer de noix de coco en free fly à 280 km/h. Alors bien sûr, il faut éviter de laisser tomber totalement la noix de coco. Et vous allez voir, pour l'atterrissage, ils ont slalomé entre les bateaux. Ça s'appelle du swoop dans le milieu. On frôle l'eau. Et c'est quand même plus sympa quand l'eau a des températures qu'on retrouve en Guadeloupe. Sympa, merci beaucoup. Elle avait des fils, la noix de coco, là, pour pas qu'elle tombe? Non. Ils ont vraiment joué avec. Ouais, vraiment. Ouais. J'avais eu l'impression qu'il y avait des petits fils pour pas qu'elle... Je vais les appeler, savoir s'ils l'ont vraiment récupéré avant de... Oui. Ou sinon, elle tombe au-dessus de l'eau, c'est mieux. Sinon, où elle est? C'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons. Quand il y a un marathon dans votre ville, où vous avez peut-être vu ça à la télévision, tous ces coureurs qui ont des petites bouteilles d'eau, puis ils ne savent pas quoi en faire. Les gobelets, les gobelets. Oui, les gobelets, il y en a partout. Vous avez des marées de gobelets. Alors c'est ramassé, bien sûr, évidemment. Les gens derrière mettent tout ça dans un sac en
plastique. Et ben voilà, on a la solution. Ce sont 2 jeunes ingénieurs d'arts et métiers qui ont créé ça. C'est en fait un encapsulage à base d'algues, principalement. C'est de l'algue. Donc c'est comestible. Et à l'intérieur, on a encapsulé ou de l'eau, ou un peu de grenadine, ou bien même pour les marathoniens ou les triathlètes, un peu de gel, vous savez. Eh ben, prenez-la, allez-y et goûtez-la. Vous allez voir. Autant la grosse, ça donne vraiment beaucoup d'eau d'un coup, si vous voulez. Celle-là doit faire 5 centilitres. Qu'est-ce que c'est, de la grenadine? Sans doute. C'est sans doute de la grenadine. La dernière fois que j'ai goûté, c'est de la grenadine. C'est comme un grain de raisin. Exactement. Donc là, vous allez pouvoir avoir votre dose d'eau. Alors, il y a une enveloppe. Ouais, qui est comestible, et c'est ça l'intérêt, bien entendu. Qui craque un peu, ça, on l'avale facilement, et puis dedans, il y a de l'eau ou de la grenadine, ou encore une fois des gels caloriques, ou que les fondeurs, on va dire ceux qui font des épreuves de fond, connaissent bien, c'est pas mal, et dont ils ont besoin. C'est une super idée, franchement, c'est une super idée. Je pense qu'ils sont sur quelque chose, sur un créneau exceptionnel. Alors, on est allé les rencontrer, ils nous ont expliqué comment ils faisaient, et puis vous allez aussi constater la façon dont on s'en sert. Vous la goûterez, celle-là, juste après, vous verrez. C'est une sensation assez bizarre parce qu'il y en a beaucoup plus et vous avez vraiment une sensation de rafraîchissement immédiat. D'accord. On voulait repenser le ravitaillement, les gobelets en plastique, la bouteille d'eau. L'idée, en fait, ça a été de créer une bulle dans laquelle on a une gorgée d'eau ou une gorgée de gel et qu'on va directement mettre dans notre bouche et on va manger l'ensemble. On utilise en fait un extrait d'algues brun. On a un fournisseur totalement français et donc c'est ce qui nous permet de fabriquer cette membrane. Après, à l'intérieur, on met ce qu'on veut, de l'eau ou même un gel. Yann, je vous présente nos doses hydratantes entièrement comestibles. On a différentes tailles et on a une boisson à base de fraises à l'intérieur. Alors là, vous avez mis de l'eau aromatisée, mais on peut y mettre ce que les marathoniens, les triathlètes connaissent bien, sont des gels énergisants. Hein. L'objectif à terme, c'est de pouvoir encapsuler des gels d'effort pour avoir une prise plus facile par les sportifs et d'éviter évidemment de jeter tout ce qui est emballage sur le bord des routes. C'est des déchets qui ne sont pas forcément maîtrisés. Je peux goûter ? Allez-y. Et ça vous permet de vous hydrater extrêmement facilement et de ne pas faire forcément de pause pour attraper un gobelet ou autre pendant votre course. C'est surprenant, hein ? Il y en a quelle quantité, vous savez, là, à peu près ? Il y a à peu près 10 millilitres. Voilà, ouais, on peut faire différentes tailles, on peut faire plus petit, voire un peu plus gros en taille. Alors on a 2 modèles. Le modèle qu'on a eu sur la course du Grand Paris le 21 mai, c'était de remplacer, de trouver une alternative au gobelet. Donc là, elles étaient dans des plateaux sur le bord de la route où les gens pouvaient venir l'attraper. On l'a donné aux coureurs au passage. Après, on a aussi fait des tests depuis plus d'1 an sur des marathons, sur des courses route où là, on l'embarque avec nous dans une ceinture et ce qui nous permet d'avoir une bille de liquide, une bille de gel à prendre régulièrement tous les 2-3 km. On peut faire une capsule qui soit plus fondante pour qu'elle soit plus facile à manger. Mais si on a besoin de la transporter, par exemple, dans une ceinture, tout le long d'un marathon ou même d'un trail, on va avoir une capsule un peu plus solide, mais qu'on pourra ingérer aussi facilement. On a équipé déjà des marathoniens. Sur la partie trail, c'est très intéressant parce que demain, ça pourrait nous permettre de supprimer ce petit tube en plastique qui est jeté dans la nature par beaucoup de trailers, malheureusement. Mais on va aussi aller sur des sports comme le vélo. C'est un gain de temps, c'est aussi un gain de sécurité. On n'a pas besoin d'aller chercher un emballage dans la poche arrière, de l'ouvrir, de perdre ce temps-là, de sortir les 2 mains du guidon. Mais on peut aussi demain imaginer de la nutrition dans l'eau, notamment sur les courses en eau libre qui sont très longues. Là, le but, c'est de la mettre sur le marché d'ici, on espère, fin d'année, sur un produit type gel. L'objectif, ce serait un peu de réinventer le dosage des produits et que chacun puisse vraiment faire son programme de nutrition sur mesure pour la course sur laquelle il rêve de performer. Ça n'a pas l'air mal, ça. Mais alors, pour stocker, vous leur demanderez à vos amis, là, si on peut imaginer comme une cartouchière. Bien sûr. Dans laquelle on met 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, etc. Et puis, ça existe déjà pour les gels, avec une cartouchière à gel où on sort le tube. Oui, mais généralement, le tube, il est jeté après. Donc là, l'idée est excellente. Mais eux, de toute façon, ils se spécialisent dans un packaging comestible. Donc, ils vont inventer plein de choses. Et bientôt, vous aurez peut-être ça dans un format et vous l'achèterez dans le supermarché. Pour l'instant, ça coûte pas trop cher ou... Pour l'instant, ils n'ont pas encore établi vraiment de prix. Ils vont essayer alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas de goût. Non, ça n'a le goût que ce qui... Ça n'a que le goût du liquide. Exactement, exactement.
Vous voulez la goûter, celle-ci? Vous allez voir, c'est assez... C'est surprenant. Bon. Bah oui, c'est bon, c'est rigolo. Et vous avez un instant de fraîcheur immédiat. Ouais, très bien. Bon, alors il en faut beaucoup, bien sûr, si vous faites un marathon, mais enfin, ça peut être une vraie solution. Une vraie belle idée. Bravo. Merci beaucoup. Allez, nous allons retrouver à Moscou notre correspondant Dominique Derda, qui ne vit pas exactement sous les mêmes latitudes. Vous allez voir ça. Lui, il a un foulard autour du cou et une veste, c'est vous dire. Alors, ce matin, il a choisi de revenir sur les manifestations anti-gouvernementales du 12 juin dernier. C'était il n'y a pas si longtemps. Des manifestations qui ont été très suivies à travers toute la Russie. En particulier chez les jeunes. Alors, on a longtemps dit que ces jeunes Russes qui ne s'intéressaient pas à la politique, eh bien, finalement, visiblement, on s'est trompé. N'est-ce pas, Dominique? Bonjour. Oui, absolument. Oui, bonjour. Oui, effectivement, William, on s'est trompé, en tout cas en partie, parce que, évidemment, ce ne sont pas tous les jeunes Russes qui, tout d'un coup, comme par enchantement, s'intéressent à la politique, mais ils sont de plus en plus nombreux, c'est vrai, à se mobiliser à l'appel de celui qui apparaît ici maintenant comme l'opposant numéro 1. Il s'appelle Alexeï Navalny, on en a déjà parlé. Le 26 mars dernier, déjà, à la surprise quasi générale, Alexeï Navalny avait fait descendre dans la rue, à travers toute la Russie, des dizaines de milliers de Russes. Et il a remis ça il y a 10 jours, le 12 juin, toujours sur le même thème, dénoncer la corruption qui enrichit les élites au pouvoir. Et ce qui nous a frappé avec Patrice Hacheret en couvrant ces deux manifestations, eh bien c'est l'âge des manifestants. La plupart d'entre eux n'avaient même pas 20 ans. Ils n'ont connu au pouvoir que Vladimir Poutine. Et s'ils se mobilisent aujourd'hui, s'ils viennent grossir les rangs des militants de l'organisation d'Alexeï Navalny, eh bien c'est justement pour cela, parce qu'ils veulent que ça change. Ils veulent enfin avoir le choix, comme vous allez le voir dans notre reportage. Ils font partie de ces jeunes Russes qui n'ont connu au pouvoir que Vladimir Poutine. Véronika n'avait même pas 2 ans quand il a succédé à Boris Yeltsin. Kirill en avait 5 à peine. Étudiants en économie, ils militent l'un et l'autre pour Alexeï Navalny, opposant numéro 1 et adversaire déclaré de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle de 2018. Si nous restons à la maison, comme je l'ai longtemps fait, alors rien ne changera. Ce sera toujours le même pouvoir, le même président. Il y a longtemps que nous n'avons plus peur. Dans un pays libre, on ne doit pas avoir peur de défendre ses idées. Et si vous le faites, personne ne doit pouvoir vous chasser de votre travail ou de votre université. Le 12 juin dernier, ils étaient des milliers d'un bout à l'autre de la Russie à descendre dans la rue à l'appel d'Alexeï Navalny pour dénoncer la corruption. Des rassemblements interdits et réprimés avec force. Rien qu'à Moscou, on a compté plus de 700 arrestations. 500 au moins à Saint-Pétersbourg et des centaines d'autres encore à travers le pays. Des jeunes, dans leur immense majorité, qui réclament de pouvoir librement choisir leurs dirigeants. La plupart seront relâchés dans la nuit ou le lendemain matin, mais pas Alexeï Navalny qui, lui, a été condamné à 1 mois d'emprisonnement, une peine ramenée en appel à 25 jours de détention, ce qui n'a pas manqué de faire sourire l'opposant. Mais il en faudrait plus pour décourager les bénévoles qui, chaque jour, viennent s'inscrire à son quartier général, se porter volontaire pour distribuer des tracts et faire du porte-à-porte, comme Kirill et Véronique. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il ne veut pas faire la révolution. Il veut juste se présenter à l'élection et l'emporter de la façon la plus légale qui soit. Je me doute bien que si par chance Navalny l'emporte, ce ne sera pas le paradis sur Terre. Mais les choses vont changer. Petit à petit, ça ira mieux. Avant, je n'allais jamais aux manifestations, mais aujourd'hui, je sens qu'à ma façon, je peux être utile à mon pays. Il serait près de 120 000 déjà, ces jeunes bénévoles qui en Russie ont décidé de s'engager derrière Alexeï Navalny, et ce n'est pas l'arrestation de leur candidat qui risque de freiner leur ardeur. Bien au contraire. Mais Dominique, cet Alexeï Navalny, est-ce qu'il a vraiment des chances de l'emporter à la présidentielle de... c'est dans un an, en 2018 ? Oui, mars 2018, William. Effectivement, en fait, tout va dépendre de la justice russe, car Alexeï Navalny est mis en cause dans d'autres affaires, et elle pourrait très bien, d'ici le printemps prochain, décider qu'il n'est pas éligible. Elle pourrait aussi le laisser prendre part à cette élection, en sachant que de toute façon, il a bien peu de chances de l'emporter face à Vladimir Poutine, qui est effectivement toujours très populaire en Russie et qui surtout bénéficie du soutien inconditionnel, vous l'imaginez, de la télévision ici en Russie, qu'elle soit publique
ou privée, laquelle télévision ne mentionne pratiquement jamais Alexei Navalny, si ce n'est pour le discréditer, et ne lui donne absolument jamais la parole. Mais Alexei Navalny, lui, est très présent sur les réseaux sociaux. Ces vidéos dans lesquelles il dénonce la corruption notamment sont vues par des millions de Russes, et il vient cette semaine, lui il est en prison, mais ses partisans viennent cette semaine d'ouvrir sa 49e permanence électorale en Russie. Bon, à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonne journée, vous avez une chance par rapport à nous, vous le savez, Dominique. Ouais, c'est que il pleut chez nous. On prie pour la pluie. Oui. Et il fait 9 degrés, William, à Moscou ce matin, 9 degrés. Oui, profitez-en. Et nous, à 1h du matin, il faisait 30 degrés. Voilà, pour la petite histoire. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Comme vous l'imaginez, les premières pages de tous les journaux, qu'ils soient nationaux ou régionaux, sont consacrées à la politique. Avec quelques nuances sur certaines unes, des blagounettes, on n'a pas tout compris. Oui, il est pas mal question de Bye Bye Bayrou ce matin. Bayrou, bon. Et si à ce propos, quelqu'un peut effectivement nous expliquer la une de Libération, on est preneur. Hein. Alors le titre, pas de quartier. Alors, les quartiers d'Orange, hein, peut-être. Ah, oui, quartier. Oui. Orange, c'est aussi la couleur du modem. Ça, ouais, bon. Oui. Alors, je sais pas, moi, ce matin, je suis allé jusqu'à me dire qu'on dirait Yves Montand avec ses lunettes dans L'Aveu. Vous savez, le film de Costa Gavras, où il porte des lunettes obturées, qui sont des lunettes de torture. Allez comprendre. Le film, ça y est, a aidé Montand à se libérer de son amitié avec le PC. On peut imaginer que cette une témoigne du fait que Macron ait réussi à se libérer de Bayrou. Et le mot quartier, quand on parle des quartiers, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je suis un petit peu perdu. Et les gars, il faut nous expliquer. Toujours est-il que l'affaire ne pouvait pas se terminer différemment pour François Bayrou, qui, selon le Figaro, est la victime d'une machine infernale qu'il a lui-même grandement contribué à mettre en place ces dernières années. Parce que ces imprécations passées contre la terre entière et dans lesquelles il faisait si peu de cas de la présomption d'innocence, lui sont revenus en boomerang, écrit ce matin Paul-Henri Dulimbert. Alors cette affaire, Emmanuel Macron s'en serait sans doute volontiers passé et en même temps, c'est tout bénef pour lui. Chacun sait que François Bayrou peut être remuant. Il n'a échappé à personne qu'il s'était déjà pris le bec avec le Premier ministre Édouard Philippe. Vous lirez donc dans Libération que, finalement, tout cela est une aubaine pour Emmanuel Macron. Le voilà débarrassé de ministres modem un peu envahissants, mais sans se les mettre à dos. C'est ce qu'on appelle ne pas insulter l'avenir. Et dans le même temps, à la faveur du remaniement, eh bien, le président de la République s'est constitué un gouvernement de gens compétents, certes, ou réputés tels, mais des gens dont Laurent Geoffrin, dans Libération, semble déplorer qu'ils ne soient pas assez politiques, avec peut-être la dose de roublardise que peut véhiculer ce terme. À la première tempête, écrit l'éditorialiste, eh bien, les conflits de la démocratie renaîtront inévitablement. Alors la compétence ne suffira pas, il faudra bien faire aussi de la politique. Mais il est vrai que le politique, dans cet attelage surdiplômé, c'est Macron. D'ailleurs, de la politique, eh bien, Macron en fait dès ce matin. Accroche en une et 2 pages d'interview dans le Figaro et dans 7 grands journaux européens à la veille du sommet de Bruxelles. Il y parle de la nécessité d'une Europe protectrice. En fait, il est déjà ailleurs, le régalien, la politique étrangère, les grands enjeux de ce monde. Il a déjà changé de sujet. Alors nous aussi, on va changer de sujet avec Society, le magazine qui n'a pas son pareil pour nous dégoter des histoires et des personnages bizarres. Découverte de Luigi Mantegna, le pire boxeur du monde. Il est du sud de l'Italie. Alors, état des lieux, 63 matchs, 60 défaites. Luigi est ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon un journeyman, c'est-à-dire un boxeur prêt à monter sur le ring, n'importe où, n'importe quand, et un peu n'importe comment aussi. Il est mal préparé, mais toujours la tête haute. Alors, il touche quelques centaines d'euros par match, il en vit. Oui, on pourrait croire qu'il fait exprès de se coucher dès la 2e ou la 3e reprise, mais pas du tout. 60 défaites, mais il n'a jamais été mis KO. Il va au bout, il le reconnaît, il fait ça parce que tout simplement, il adore la castagne, il adore se battre. Il a quand même gagné 3 matchs, dont un par KO, et il n'en revient toujours pas. Il dit qu'il s'est repassé la vidéo des milliers de fois à la maison. Et alors, Society a suivi le jour J, jour de match, donc il se lève à 5h du matin, il va faire le marché d'abord. Ça, c'est son travail de base, ça lui rapporte 600 euros par mois. Ensuite, 2 heures de voiture. Il travaille sur les marchés? Oui, il travaille sur les marchés dès 5h du mat. Mais ensuite, la journée se continue pour lui. C'est-à-dire 2 heures de route pour aller à Rome. Là, il fait la sieste sur un banc. Ensuite, il se badigeonne de pommade périmée
on est dans l'amateurisme le plus total, alors que lui est en quelque sorte pro, puisqu'il touche de l'argent. Non, mais qui match contre un homme comme ça? Pourquoi le faire? Et d'autres boxeurs tout aussi ringards, tout aussi mauvais. Mais, et puis ça fait marcher les paris, surtout tous ces petits matchs qui ont lieu. Alors le soir, bien sûr, du match, il a perdu, au point, comme d'habitude. Et commentaire du gars, il dit franchement, le gars, il n'était pas si fort que ça en face. Voilà, c'est un peu le quart-monde de la boxe. C'est à la fois consternant et émouvant, et c'est à lire dans Society, sous la plume de Margarita Nazzi. Et rien à voir avec Mélenchon qui est à la une. Qui est à la une. Et qui, lui, s'est fait boxer par la médaille Fields des mathématiques cette semaine. Mais ça, c'était un autre débat. Ah bon? Vous savez, il avait dit le matheux, je vais lui apprendre le contrat de travail. Et le matheux lui a dit, vous savez que je suis patron d'une boîte et le contrat de travail, je sais ce que c'est. Moi, j'ai déjà travaillé. J'en vois de temps en temps. Et j'ai travaillé ailleurs que dans les hémicycles et dans les partis politiques. Qui dit mieux? Je suis champion du monde, surtout. Allez, on passe à la... Et pourtant, l'infarctus intestinal, il s'agit d'une urgence absolue s'il n'est pas rapidement pris en charge. Alors d'abord, définition, Brigitte. Effectivement, c'est le petit cousin de l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire que dans l'infarctus du myocarde, il y a un caillot qui va bloquer la circulation sanguine dans une artère du cœur. Et bien ici, ça se passe dans l'intestin. C'est un caillot sanguin qui va bloquer la circulation sanguine dans une artère qui irrigue l'intestin. Et donc, une portion plus ou moins importante de l'intestin va être privée d'oxygène. Et si le patient n'est pas pris en urgence, eh bien, cette partie de l'intestin peut se nécroser et donc mourir. On n'a pas découvert ça avant-hier. Ça existe depuis toujours. Sauf que est-ce qu'on mettait un nom à cette urgence-là? Peut-être pas. Alors, si. L'infarctus intestinal, on le connaît, il n'est pas toujours bien diagnostiqué. C'est ça le problème. Il y en a pourtant 15 à 20 000 cas chaque année en France. Et la nouveauté, c'est qu'il existe un service d'urgence en France, le premier du genre, dédié à l'infarctus intestinal. Un pour l'instant, un à Clichy, c'est pas si fréquent à que ça, l'hôpital Beaujon. Alors... C'est moins fréquent que l'infarctus du myocarde. C'est vrai qu'il faudrait ce type de service d'urgence dans toute la France, mais pour l'instant, c'est un progrès. Il y en a un en France parce que, comme pour l'infarctus du myocarde, comme pour l'accident vasculaire cérébral, chaque minute compte. Et la prise en charge de ces patients, c'est aussi une course contre la montre. Parce que si les patients sont pris à temps, traités rapidement, évidemment diagnostiqués rapidement, évidemment, il y aura moins de séquelles pour les patients et aussi moins de décès, parce qu'il faut dire que quand les patients ne sont pas pris en charge rapidement, le taux de mortalité peut être très élevé. Donc, ce service d'urgence a fait la preuve évidemment de son efficacité, parce que quand ces patients sont pris dans ce service spécialisé avec une équipe pluridisciplinaire, eh bien évidemment, le taux de mortalité chute. On regarde. Je suis tombée à 34 kilos à cause de cette maladie qui n'avait pas été diagnostiquée. Et si j'étais pas passée par votre service, probablement que je ne serais plus là. Malgré tous les examens que vous avez passés et les médecins que vous avez vus, on n'a jamais pu poser le diagnostic. Ils ont raté le coche. L'infarctus de l'intestin peut se manifester soit précédé de signes avant-coureurs qui vont annoncer sa survenue, soit de façon brutale, par des douleurs abdominales qui vont être très très intenses, qui vont absolument nécessiter que le patient soit hospitalisé. Mais lorsque ces signes avant-coureurs existent, ils consistent en des douleurs au ventre après avoir mangé, déclenchant une peur de manger, une perte de poids qui doit conduire à consulter, à faire des explorations. Il faut donc pouvoir observer l'obstruction des vaisseaux digestifs par un scanner abdominal pour faire le diagnostic. L'infarctus intestinal est une urgence car sans traitement, il risque de conduire à une nécrose de l'intestin qui comporte un risque de décès. La stratégie du traitement consiste d'abord à protéger l'intestin avec un cocktail de médicaments qui comprend de l'aspirine, des anticoagulants, certains antibiotiques et des perfusions. La partie centrale du traitement consiste à déboucher l'artère, soit par voie chirurgicale, soit en passant par les artères elles-mêmes. On peut glisser un petit tuyau qui ouvre l'artère, on peut aspirer le caillot ou donner des traitements qui vont dissoudre le caillot dans l'artère. La troisième partie du traitement consiste à retirer la partie de l'intestin qui aura trop souffert pour être conservée. La structure d'urgence vasculaire intestinale
permet de regrouper sur un même site la prise en charge multidisciplinaire de l'ensemble des spécialistes qui peuvent intervenir autour du patient, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et des études qui ont été réalisées montrent qu'une mortalité qui pouvait atteindre 80% pouvait être réduite à moins de 20%. Par ailleurs, l'autre risque de cette maladie est de devoir retirer de l'intestin dans une longueur très importante qui altère considérablement la qualité de vie des patients. Avec cette prise en charge spécialisée, la longueur de l'intestin retiré peut être considérablement réduite, permettant aux patients de s'alimenter normalement, de vivre à domicile avec une qualité de vie préservée. Merci beaucoup, Brigitte. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors des nouvelles têtes, la parité, le renouvellement, un équilibre politique calculé au trébuchet. Qu'est-ce qui manque à ce gouvernement ? Je n'en sais rien. Enfin, ce qui compte sur un gouvernement, c'est pas tellement le casting. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait. Et moi, je suis dans la logique de l'élection législative, c'est-à-dire de dire que l'opposition que nous représentons est une opposition positive. C'est pas une opposition qui critique pour critiquer. Donc on verra au fur et à mesure du temps les politiques qui sont impulsées et leurs résultats. Et on essaiera d'y participer. Je suis sûre que vous ne croyez pas à ce que vous dites, Éric. Si, quand vous dites ce qui compte dans un gouvernement, c'est pas le casting. Bien sûr que ça compte. L'équilibre politique, le choix des personnalités qu'on décide de mettre à telle ou telle responsabilité. Oui, visiblement, tout ça a été pesé. Il y a beaucoup d'énarques, beaucoup de technocrates. Mais enfin, ça peut réussir. Moi, je suis pour la réussite du pays, donc d'une manière globale. Et ce n'est pas de la langue de bois, nous l'avons tous dit. Tous les candidats républicains l'ont dit, et nous voulons une opposition bienveillante, vigilante, une vraie opposition, sinon il n'y a pas de démocratie, mais une opposition qui veut aider la France à réussir. Donc on verra ce que ce gouvernement fera. On verra ce que la garde des Sceaux, qui est aujourd'hui plutôt inconnue du grand public, on verra ce qu'elle propose et comment elle dirige ce grand ministère. On verra à la Défense nationale si Mme Parly entre dans le sujet ou n'y entre pas. Il y a des enjeux majeurs sur la Défense nationale. L'absence de poids lourd politique désormais dans cette équipe, ça raconte quoi de cette nouvelle ère en réalité ? Peut-être que le président de la République se méfie des politiques. Peut-être qu'il se dit les politiques traînent une réputation sulfureuse, donc comme on ne peut pas tout vérifier, quand à la moindre suspicion, une enquête préliminaire est déclenchée et crée des troubles assez considérables. Quand on s'envoie des leçons de morale à la figure tout le temps, peut-être qu'à ce moment-là, le président a dit on va prendre des personnes totalement pas exposées, qui n'ont jamais été exposées sur rien. Je m'arrête sur ce que vous êtes en train de dire, Éric Woerth, parce que au fond, le fait d'être ciblé par une enquête préliminaire aujourd'hui suffit au fond à quitter un gouvernement. Est-ce que vous trouvez que c'est un excès ou que c'est une gestion saine, que c'est le sens de l'histoire ? À partir du moment où on déclenche des enquêtes très vite, à tout moment et sur tout sujet, je pense que c'est un excès. Maintenant, je comprends que l'opinion publique y soit attentive, ce que je suis aussi. Enfin, souvent, dans les 3/4 du temps, ça se termine par un non-lieu ou quelqu'un dont on dit, au fond, on a regardé, ça vous est arrivé, passé. C'est ça que vous... Oui, ça m'est arrivé, mais c'est arrivé à plein d'autres. Et puis, ça arrivera tant qu'on est... Quand on est dans une responsabilité forte, en réalité, on a une exposition forte, qu'on soit dans le monde économique ou dans le monde politique. Et à un moment donné, on a toujours le poids de la suspicion qui pose parce que vous prenez beaucoup de décisions. Et que ces décisions, à un moment donné, elles déplaisent, voilà. Et peut-être qu'en prenant des gens très vierges, très techno, au fond, qui ont toujours été à l'ombre de tout, c'est une manière de protéger le gouvernement, parce que le gouvernement, il a totalement éclaté entre nous. Il y a un quart quasiment des membres du gouvernement qui sont partis depuis, des poids lourds du gouvernement qui sont partis depuis l'élection de M. Macron. On n'avait jamais vu ça. Donc c'est un gouvernement qui a totalement explosé. Peut-être veut-il, à ce moment-là, limiter les risques. Un dernier mot sur ce remaniement. Est-ce que, sur l'équilibre politique, vous disiez tout à l'heure que tout ça avait été calculé, est-ce que c'est un gouvernement qui est plus à gauche aujourd'hui ? C'est un gouvernement très à gauche, oui. Mais En Marche est un parti plutôt issu de la gauche. Alors je sais bien qu'on veut remanier, qu'on veut repeindre, qu'on veut recycler, mais personne ne doit avoir honte de ses origines politiques, surtout pas. On peut évoluer, on peut changer d'avis, on peut essayer d'ouvrir son esprit. Et moi j'y suis prêt comme beaucoup d'autres. On a à peu près compris ce qui se passait quand même. Donc on y est tout à fait prêt. Mais en même temps, il y a des valeurs fondamentales. Et donc oui, les 3/4 des membres du gouvernement sont des membres du gouvernement de gauche, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'ensemble du groupe En Marche. Il y a deux LR qui arrivent dans ce gouvernement. Sébastien Lecornu, Jean-Baptiste Lemoyne.
Ça continue. Il continue à faire son marché, Emmanuel Macron. Oui, enfin, c'est des du côté secrétariats des d'État. Républicains. Enfin, il n'y a aucune personnalité particulière des Républicains qui vient d'entrer dans ce gouvernement. C'est pas très agréable pour eux? Non, mais je veux pas être désagréable. Je veux surtout pas être désagréable. Je veux pas être désagréable du tout. Vraiment, je fais très attention. Donc, vous dites que ce ne sont pas des poids lourds. C'est pas des poids lourds. Voilà. Enfin, tout le monde le sait. Le groupe LR a été scindé en deux hier, je le disais. Est-ce que vous pensez que cette scission est un premier pas vers une forme de recomposition, voire même d'implosion de ce qu'a toujours été la droite? D'abord, il n'y a qu'un seul groupe, les Républicains. C'est le groupe qui est composé d'à peu près 100 personnes qui ont été élues, qui avaient d'ailleurs des candidats en marche contre eux. Et certains Républicains n'avaient aucun candidat contre eux. C'était plus simple. Donc il n'y a qu'un seul groupe, les Républicains. Les autres ne sont plus des Républicains? C'est pas un groupe, les Républicains. Il y a un groupe, les Républicains, qui est un groupe d'opposition, constructive, vigilante, bienveillante, mais en même temps d'opposition. Et les autres alors? C'est un groupe UDI élargi, d'une certaine façon. Il y a une fusion, et c'est leur choix. Mais moi, je le regrette d'ailleurs, ce choix. Je pense que je suis un unioniste. Je pense qu'on pouvait très très bien travailler dans le cadre d'un groupe, les Républicains, d'ailleurs qu'ils connaissent par cœur, puisqu'ils en ont été membres pendant des années, et avoir une liberté de décision, une liberté de vote. Ça a toujours été le cas. Il n'y a pas de caporalisme aux Républicains. Chacun peut voter comme il veut à partir du moment où il y a eu un débat dans le groupe. Donc on aurait pu avoir un groupe plus important, et tous ceux qui ont décidé de partir au groupe UDI, j'aime beaucoup l'UDI, Jean-Christophe Lagarde a fait une très très bonne campagne. Ils sont devenus UDI. Je le regrette. Enfin, ils sont devenus UDI, ils ont adhéré à un groupe UDI, oui. C'est ça la réalité des choses. Mais il fallait de l'union, on pouvait avoir de l'union. Et donc pour des raisons, à mon avis, de trajectoire personnelle, essentiellement, ils ont décidé de faire autrement. Bon. Prenons du temps, regardons ça avec sérénité, et puis on verra dans les semaines et dans les mois qui viennent. Est-ce que vous êtes candidat à quelque chose en ce moment, à la Commission des Finances, comme on l'a entendu ici ou là? Oui, je suis candidat à la présidence de la Commission des Finances. Vous savez, on est en train de renouveler les instances de l'Assemblée nationale, les bureaux des groupes, les commissions, la présidence de l'Assemblée nationale. Bon, c'est un cycle qui dure une dizaine de jours. C'est le cas pour la Commission des Finances, parce que c'est une commission qui est laissée à l'opposition. C'est Nicolas Sarkozy qui avait imposé cela. Un peu comme dans d'autres pays, c'est vraiment un élément très démocratique. Cette commission, elle doit être probablement plus politique, au meilleur sens du terme, et puis en même temps, évidemment, impeccable sur le plan technique. Alors, pourquoi seriez-vous mieux à même d'occuper ce poste que celui qui l'occupe depuis 2012, qui est Gilles Carrez? C'est pas à moi de le dire, j'en sais rien. Et puis, moi, je suis candidat parce que je pense que je peux apporter. Gilles Carrez est un ami et était un très bon président, mais je pense qu'il faut y ajouter peut-être quelque chose de différent. Puis chacun a sa personnalité. De différent, ça veut dire quoi? D'être un peu plus politique, ce que vous venez de dire à l'instant? Peut-être qu'il faut être plus politique, oui, au meilleur sens du terme. En Marche est très politique. Nous nous sommes tous battus contre des candidats En Marche qui font de la politique bien plus que nous, d'une certaine façon, contrairement à ce que croit l'opinion. Donc on doit être solide, on doit travailler évidemment avec la majorité, et nous en avons envie. Mais une opposition intelligente, c'est d'abord une majorité intelligente. Car s'il n'y a pas de majorité intelligente, alors il n'y a pas de discussion avec l'opposition. Vous parlez d'En Marche. Une dernière question très rapidement. Le fait que Richard Ferrand soit pressenti pour prendre la tête de ce grand groupe de 305 députés En Marche, 308, je ne sais plus, c'est un problème ou pas? C'est un problème. Non, enfin, je n'en sais rien. Le problème, c'est le transfert. C'est-à-dire passer du gouvernement tout d'un coup, parce qu'on n'est plus, semble-t-il, digne d'être au gouvernement, et je ne mets aucun jugement de valeur là-dedans, vers l'Assemblée nationale. Ce n'est pas extraordinaire comme attitude vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Et que tout ce qui est à l'Assemblée nationale se décide à l'Élysée, le président de l'Assemblée, le président du groupe, qui ait beaucoup d'interférences sur la Commission des Finances, par exemple, qui ait beaucoup d'interférences, moi, ça me semble être une atteinte à l'indépendance de l'Assemblée nationale, à la répartition des pouvoirs, à la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup, Éric Woerth. C'est à vous, William. À propos de canicule, vous en parliez dans le journal, Estelle, ça provoque, vous allez voir, certains changements vestimentaires chez des travailleurs qui, dans l'exercice de leur fonction, ont eu trop chaud, Laura, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, certains l'ont déjà vu, on en a parlé depuis mardi soir, puisque les conducteurs de bus de Nantes ont dit, puisque dans le règlement, on n'a pas le droit de venir en short, eh bien, on va venir en jupe, puisque derrière nos vitres, il fait jusqu'à 50 degrés. Ils sont mignons comme ça. Ils sont mignons, ils ont tweeté. Bien sûr, ça a fait plein d'émules sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça a fait réagir certains politiques qui ont demandé justement aux entreprises d'autoriser les hommes à venir travailler en short. Ouais. Il y a même le manifeste du short
tous en short, et on vous explique comment faire comprendre à votre patron qu'il est important pour la productivité de l'entreprise de venir travailler en short. Donc vous avez des lettres de motivation pour que votre entreprise vous autorise à travailler en short à Télématin. Demain, on est tous en short. Et la jupe, c'est pas bête, ça aère, c'est bien ça. Ouais. Bah écoutez, venez en jupe demain. Hein. Je sais pas, peut-être pas, short, on va essayer. En tout cas, nous ici, pour l'instant, ça se fait pas encore. Mais on est bien climatisé. Dès qu'on commence, on vous tient au courant, on envoie des photos sur, c'est quoi, Instagram? Là, c'était sur Twitter. Mais ça peut être Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux, on prend. Ça va plaire, vous croyez, on le fait alors? On le fait, mais tous en jupe, c'est pas mal. Déjà, il y en a beaucoup qui sont en jupe, puisqu'il y a beaucoup de femmes auprès de vous. Et on n'est pas en pantalon en ce moment, mais on serait ravis que vous vous habilliez comme nous, ça change. Et en cette saison, d'ailleurs, pour certaines, c'est des mini-mini. Oui. des pansements, vous appelez ça, non? À tout à l'heure. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, non. Si vous connaissez la jeune chanson française, vous reconnaissez la voix de Camélia Jordana, mais c'est aussi une actrice, elle a même l'un des premiers rôles de ce film. On va vous parler maintenant, Charlotte Bouteloup. Alors, c'est un film sur un sujet qui n'est pas drôle du tout, mais ils en ont fait une comédie quand même. C'est très culotté. Parler du fanatisme religieux, en l'occurrence l'islam radical, par le prisme de la comédie. C'était plutôt casse... Hein? Eh bien, le pari est réussi parce que c'est très drôle. Ça s'appelle Chercher la femme. C'est un film de Sou Abadi. Nous, on ne la connaît pas. Elle est iranienne, elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans. Elle a 49 ans. Elle vient du monde du documentaire. Elle avait été remarquée avec un documentaire qui s'appelait SOS Téhéran. Et elle est monteuse. C'est un plus, parce que quand on est monteuse, on connaît le sens du rythme. Et dans une comédie, c'est très important. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche bien, entre autres. Et surtout, une très bonne idée de scénario, un peu tiré par les cheveux, c'est vrai, mais qui fonctionne. Au début du film, on découvre un jeune couple, Armand et Leïla. Ils sont amoureux, ils s'aiment sur les bancs de Sciences Po et ils ambitionnent de partir faire un stage tous les deux à l'ONU, à New York. Mais voilà que le frère de Leïla, qui était parti soi-disant en vacances, en fait le type était parti au Yémen pour un très long séjour, il revient, il s'est radicalisé. Le frère de Leïla, en rentrant à Paris, lui dit « Petite sœur, tu sors plus de l'appartement et ton amoureux, tu ne le vois plus. » L'amoureux de Leïla a une idée géniale, très saugrenue, mais il fallait l'oser. Il va se grimer en femme, il va porter le niqab, le voile intégral, et devenir Sherazade. C'est-à-dire que le lendemain, sonne à la porte de l'appartement une jeune Sherazade entièrement voilée, donc le gars s'est maquillé uniquement les yeux, il a changé sa voix évidemment, et il est là pour aider la sœur à rentrer dans le droit chemin, à apprendre la charia, tout ça. Donc déjà, ça, c'est très drôle. Ça fait canular au départ, on dit bon, ça ne marchera pas, ce truc-là. Déjà, ça marche. Et là où ils ont poussé la Valda un petit peu loin, si je peux me permettre, c'est que le frère... la Valda oui, c'est mon expression, elle comme ça, c'est cadeau. C'est que le frère va tomber amoureux de Sherazade. Et oui, oui, c'est pas pareil, parce qu'ils vont encore plus loin. Donc, mais est-ce que ça tient la route ou ça va, non, ça tient la route, énorme. Comique de situation, des dialogues extrêmement bien écrits, c'est très drôle. On n'a que des petits jeunes. On a Camélia Jordana, Félix Moati. Félix Moati, 27 ans, déjà nommé 2 fois au César du meilleur espoir. Et puis, il est très drôle, celui qui joue le frère radicalisé, William Lebguil. Lui, on l'a découvert aux côtés de Kev Adams dans Soda. Et puis, on l'a vu beaucoup au cinéma. Ces 3-là ont les 3 premiers rôles. Nous avons rencontré Camélia Jordana. Bonjour Camélia. Bonjour. Tu crois qu'il va me reconnaître? Il est parti 10 mois, pas 10 ans. On reconnaît plus son frère. C'est quoi ce nouveau look là? Je suis un nouvel homme. Dieu le miséricordieux a éclairé ma voie. Faut que tu redescendes, t'es juste un homme du Moyen-Âge. La réalisatrice, Sou Abadi, nous, le grand public, on ne la connaît pas bien. C'est son premier long métrage. Oui. Elle est iranienne. Elle est iranienne, exactement. Elle a vécu sous la République islamique. Elle a quitté Téhéran quand elle avait 15 ans pour venir en France. Elle a un peu tourné les tragédies de sa vie en comédie. Attends, laisse-moi monter. C'est quoi votre mission? Guider les gens. Avec douceur et sagesse. C'est une comédie très positive parce qu'elle se moque de tout le monde.
les communistes, les féministes, les intégristes, les élites aussi, intellectuelles. C'est une comédie qui fait beaucoup de bien et qui, quelque part, en fait, elle réunit. Elle réconcilie complètement. Moi, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est que c'était pas uniquement une comédie qui se moquait des gens radicalisés, tout le monde en prend pour son grade. C'est un ton que j'aime beaucoup, qui est digne justement des comédies iraniennes. Elle avait vraiment très précisément en tête ce qu'elle voulait et je crois qu'elle l'a, donc c'est cool. Son frère l'a enfermé. Rends-moi mon portable. Je sais pas quoi faire. T'es au courant qu'il y a de la gélatine de porc dans les puces? Bon appétit. T'es fou, quoi. L'idée assez géniale de cet homme qui se déguise en femme en portant le niqab. Salam alaikum. Ça nous fait rire comme ça, mais c'est quelque chose qui s'est déjà produit en Iran. Je crois qu'elle s'est inspirée d'une histoire vraie. Oui, c'est un président iranien, qui est le premier d'ailleurs sous la République islamique, qui a fui, qui d'ailleurs je crois est encore exilé aujourd'hui en France, comme réfugié politique. Et il a quitté le pays sous un voile intégral. Comment vous appelez-vous, ma sœur? Scheherazade. C'est moi. Tu joues le jeu pendant une semaine. Tu crois que ça va marcher? Il faut. C'est aussi un film qui s'éloigne des clichés qu'on a sur la banlieue. Votre personnage, Leïla, elle est ultra diplômée. Et c'est vrai qu'au cinéma, c'est pas souvent cette banlieue-là qu'on voit. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible aussi? C'est l'une des raisons pour lesquelles le scénario m'a beaucoup fait envie. Et c'est un vrai désir de soi, en effet, que les personnages ne soient pas clichés. Et surtout, elle tenait à montrer que dans les banlieues, il y a des gens très éduqués qui vont à l'école, comme Leïla, qui est étudiante à Sciences Po. Et voilà, et même moi d'ailleurs, j'avais tendance à mettre un petit peu de street là-dedans. Et elle voulait gommer ça. C'était un peu le combat dessous, quoi. Genre non, enlève ton jeunisme à 2 balles. J'en veux pas. J'aime cette fille. T'as une mission. On t'a pas envoyé au Yémen là-bas pour faire le touriste, bronzer sur la plage avec tes pectoraux de chourave là? On vous voit de plus en plus au cinéma. Est-ce que votre cœur balance entre la musique, le cinéma, ou est-ce qu'après tout, non, c'est comme ça, c'est 2 exercices différents? Oui, c'est 2 arts différents et c'est 2 arts qui me fascinent et qui me font énormément de bien. Mon cœur est parfaitement centré, il est ravi d'accueillir les 2 et d'en accueillir d'autres encore. Scheherazade, je veux te parler. N'entre pas, elle est pas voilée. Scheherazade, c'est décidé. Tu seras ma femme. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est osé, il fallait oser. Mais quand c'est bien fait, franchement, ils ont eu raison. Ça sort mercredi prochain. Vous disiez que ça claquait comme du dans du Fédo. Quoi, le Fédo de Téhéran. Mais complètement. Vous ne connaissez pas ça. C'est très bien vu. C'est la saison des comédies. La semaine prochaine, je vous parle que de comédies françaises. Il y en a 2-3 qui arrivent qui sont bien aussi. Ça sort mercredi prochain. Dès dimanche jusqu'à mercredi prochain, 4 jours où on va pouvoir aller se mettre au frais. Il y a la clim. Pour 4 € la séance seulement, c'est la fête du cinéma. Faut en profiter, pour aller voir Les Ex de Maurice Barthélémy, La Momie avec Tom Cruise, Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, il y a plein de choses. D'accord, merci Charlotte. Tant qu'on y est, on parlera aussi ouragan, pourquoi pas, et cyclone, vous connaissez, mais anti-cyclone, c'est un gars qui est contre les cyclones, alors un anti-cyclone, c'est qui ça? Et ainsi de suite. On va commencer par la canicule. Oui, la canicule, et je commence par l'origine du mot canicule. Figurez-vous que ça vient des étoiles, et oui. Regardez ces images, ça vient des étoiles parce que les constellations, il y a la Grande Ourse, il y a Cassiopée, etc. Mais il y a aussi la constellation du chien, Canis en latin, avec une étoile qu'on appelle aujourd'hui Sirius, mais que les Romains appelaient Canicula, c'est-à-dire la petite chienne. Or, il se trouve qu'au début de l'été, cette étoile suit le mouvement du Soleil, elle est très proche du Soleil. Donc les Romains croyaient que c'était la conjonction de cette étoile, la petite chienne, Canicula, avec le Soleil qui entraînait la chaleur. Voilà, et c'était une étoile néfaste parce que c'était trop de chaleur. Donc canicula, canicule, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de canicule, cette étoile qui est proche du Soleil encore aujourd'hui en été. Et pour la définition, alors il n'y a pas de... Canis, ça n'oubliez pas. Voilà, il y a Canis Canem, c'est le chien. Il n'y a pas de définition, universelle de la canicule, ça dépend des endroits. C'est-à-dire que la canicule, 25 degrés, c'est la canicule en Norvège, mais pas forcément en Sicile. Donc ça dépend des endroits. Pour ce qui est de la France, on considère qu'il y a canicule à 30 degrés dans le nord, à 35 degrés dans le sud, et surtout quand la température ne baisse pas la nuit, ou presque pas. Ce qui est le cas en ce moment. Que la nuit, on vient de passer... À 1h du matin, Nathalie Riouet nous a dit 1h du matin, Paris, 30 degrés. Oui, moi j'avais 29 à ma fenêtre à 3h du matin en me levant. Vous avez bien dormi ? Non, comme tout le monde. On était collés. Mais c'est pas à cause de la canicule.
c'est à cause du gars qui faisait du tambour en bas de chez moi. Oui, aussi. C'est pas pareil. Il y avait une conjonction. C'est autre chose. Alors, une autre fois. Oui, mais vous n'étiez pas obligé de danser aussi. Oui, il était pas obligé de jouer du tambour en bas de chez moi. Donc sinon, quand il fait simplement beau, un temps agréable, pas la canicule, on parle d'anticyclone. Qu'est-ce que c'est que cet anticyclone? Alors vous savez que l'air circule autour de la Terre, on va voir des images de vent. Et donc cette circulation des airs fait qu'il y a des endroits où l'air s'accumule. Il y a des gros paquets d'air sur certaines régions, sur certains pays. Ça fait des masses d'air. On voit sur les baromètres parce que la pression augmente, cet air est lourd. Et justement sur les cartes, on le voit aussi, cet anticyclone, on va en voir un, celui des Açores. Comme c'est une masse d'air très lourde, ça écrase l'humidité de l'air, donc ça chasse les nuages, et ça fait qu'il n'y a pas de nuages, donc pas de pluie. Ça fait du beau temps, l'anticyclone. Pas forcément chaud, hein. L'anticyclone d'hiver, ça fait un bel hiver, vous savez, quand il y a un temps sec, avec des journées d'hiver agréables. Donc l'anticyclone chasse l'humidité, et donc il fait beau. Ça s'appelle anticyclone parce que c'est le contraire du cyclone, haha, évidemment. Vous l'auriez trouvé tout seul. Mais si cet anticyclone donne du beau temps, le cyclone, le voici, il donne du mauvais temps. Pourquoi? Parce que là, c'est l'inverse. Ça n'est pas une lourde masse d'air qui écrase tout, c'est le contraire. C'est un endroit où il y a peu d'air, donc il n'y a pas cette masse d'air qui écrase l'humidité. Donc l'humidité s'exprime, ça fait des gouttes. L'humidité que normalement on ne voit pas dans l'air, c'est transparent, hein, l'air, pourtant il y a de l'humidité. Eh ben, s'il n'y a pas une masse d'air qui l'écrase, si on est dans une dépression, dans un cyclone, il n'y a pas assez d'air pour écraser cette eau, donc elle forme des gouttes, des nuages, et il fait moche. Et pourquoi il y a des vents? Parce que c'est pareil, comme il n'y a pas beaucoup d'air, ça aspire, c'est un trou d'air, donc ça provoque des vents. On les voit sur les cartes, vous voyez un trou d'air au milieu, avec les vents et les nuages qui s'entourent, autour, ça tourne. C'est pour ça que cyclone, cycle, vous voyez? D'ailleurs, le cyclone tourne dans un sens. Eh oh, c'est difficile hein, pour faire un master de météo, hein? Ça tourne, cycle, ouais. Comme une bicyclette, si vous voulez. Ça tourne dans un sens, le cyclone, et l'anticyclone tourne dans l'autre sens. Eh oui, à cause du mouvement de la Terre, vous voyez, ça tourne. Quand on sait des choses, hein, Nathalie, on ne se rend pas compte. Hein, quand on parle de dépression, c'est en dessous du cyclone, c'est-à-dire c'est vraiment juste le mauvais temps, quand il y a du nuage, de la pluie, c'est une dépression. Typhon, ouragan, c'est exactement la même chose qu'un cyclone, c'est simplement typhon, c'est en Asie, et ouragan, hurricane en américain, c'est aux États-Unis. Je termine avec la tornade. Alors la tornade, regardez, ça n'a rien à voir. La tornade, c'est quand vous avez un orage qui se prépare. Le nuage d'orage est très froid et le sol est très chaud. Je ne vous apprends pas que l'air chaud monte. Donc l'air chaud monte vers ce nuage d'orage très très vite. Il s'enroule à cause des vents. Et vous voyez que ça arrache tout parce que comme cette montée d'air est très puissante, il y a des vents jusqu'à 400 km/h, ça peut arracher les maisons, les emporter, on le voit dans le Magicien d'Oz, les emporter à des kilomètres, surtout aux États-Unis. C'est beaucoup plus localisé, hein. Contrairement au cyclone ou l'anticyclone, c'est juste sur quelques centaines de mètres et quelques minutes. Et quand c'est sur l'eau, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une trombe. Ah oui, rien à voir avec les trombes d'eau, évidemment. Si, justement. C'est oui, enfin bon. l'eau qui est arrachée comme ça en hauteur parce que l'eau est chaude et que le nuage d'orage est froid et donc ça aspire. Là, je ne sais pas si on va tout retenir. Mais c'est bien. Hein, vous saurez au moins que canicule, ça vient du chien. Ah non, canicula, c'est bien. Ça vient du chien. Le chien. Petite chienne. Canicula. Voilà, la petite chienne. Canis, le chien. En latin. Merci beaucoup. Et on ne peut pas respirer à cause de la canicule. Il y a un autre moyen de bien respirer. Vous demandez à Laura Duel. Oui, ça serait de ne plus avoir de voiture du tout dans la ville, ni de moto. Alors, pour la 3e année consécutive, ça a été annoncé hier, la journée sans voiture dans tout Paris, parce que plus les années avancent, plus le périmètre s'agrandit. Là, ça concerne tout Paris le 1er octobre. Moi, je leur suggère de mettre plutôt ça l'été, parce que c'est l'été qu'on a envie de se balader sans voiture dans Paris. Ouais. Le 1er octobre, il peut faire frais. Donc, voilà, pourquoi pas créer cette journée, mais maintenant, quand on a très chaud. D'accord. Merci beaucoup. Merci Laurent. Mais bon, vous allez pouvoir faire du vélo librement, William. Je sais que vous adorez ça. Oui, vous avez autre chose à me proposer? Non, j'ai plein d'autres choses à vous proposer. Mettre un short et faire du vélo. En maillot de bain, c'est bien. Le calendrier, je vais vous faire un petit rappel de tout ce que les téléspectateurs... c'est la circulation alternée ou pas? Non, c'est pas alterné. Non, aujourd'hui, c'est les vignettes. Vous avez les vignettes. Ah oui, c'est ça. Donc c'est interdit, si vous avez la vignette 4 et 5, vous ne pouvez pas circuler dans Paris aujourd'hui. Voilà, merci Laura. Critères, voilà. Autre question? Non, pas pour l'instant. Non, ça va parce que... Non, vous vouliez partir? Non, il y a Patrice Robdan qui est là pour m'apporter mon petit déjeuner. Si vous m'autorisez une pause. Edouard, c'est quoi qui vous apporte? Voilà. Toujours dans les bons plans. C'est quoi votre petit déjeuner? En général, c'est un petit thé vert avec des amandes et des framboises. Mais je ne l'ai pas vu, montrez-moi. Mais on va vous le montrer, il l'a laissé dans le couloir le temps de faire sa revue de presse quand même. J'ai oublié. Alors, pars tout de suite. Mona Lisa, men have named you.
You're so like the lady with... Vous allez voir, il s'agit de Mona Lisa, vous l'avez entendu. Alors, c'est présenté dans un petit village viticole qui s'appelle Poussan, où c'est Poussan. Regardez la carte. C'est pas très loin de Sète, Henri Jean. Oui, à 9 km de la mer. Poussan-les-Oulettes. C'est le nom. Poussant, le nom, les vieux Poussanais appellent Poussant les Oulettes parce que les Oulettes, c'est des sources d'eau, des résurgences. C'est un village qui est traversé. On est des Poussanais quand on est là-bas. On est Poussanais. C'est un exquis petit village qui vit de la culture de la vigne. Il y a plein de petits villages, Cournon-Terral, Pignan, Pauillan, Gijan, tout autour. Mais ce petit village, il a quelque chose d'exceptionnel parce qu'il a d'abord un carnaval avec le branle de la chemise. C'est la grande innovation qui a lieu à Poussan. Et ce qui se passe à Poussan, c'est que ce qui est formidable... Excusez-moi, qu'est-ce que c'est le branle de la chemise? Mais c'est une espèce de carnaval où les hommes mettent des chemises de nuit de femmes, les femmes mettent des chemises d'hommes et ils sortent la nuit en dansant. Mais c'est le carnaval de Rio. C'est le carnaval de Rio en Languedoc, si je peux me permettre. Votre histoire, c'est la grande spécialité. Ça se passe la nuit? C'est sexuel? C'est pas sexuel, enfin, c'est traditionnel, c'est local, c'est folklorique. Voilà, alors, ça, c'était la grande gloire de Poussant les Oulettes, c'était le branle de la chemise. Très bien. Depuis quelques jours... rapport avec cette manifestation? Maintenant, il y a une gloire phénoménale à Poussan, qui est que ce petit village héraultais de 6000 habitants a une exposition qui ne déparerait pas le Grand Palais à Paris. Alors pourquoi ce petit village a décroché cette exposition? Parce que Poussan est jumelé avec un petit village qui s'appelle Larciano, qui est un village de Toscane. Ils sont jumelés en fait pour des échanges de collèges. Des gosses de Poussan vont en vacances là-bas en Toscane et des gosses toscans viennent en vacances à Poussan. Et puis un jour, le grand enfant de Larciano, c'est un architecte de renommée internationale qui passe son temps à New York, ailleurs, qui s'appelle Andrea Neri. Et Andrea Neri, ce grand architecte, il a eu l'idée de créer des maquettes à partir des dessins originaux de Léonard de Vinci. Donc dans son petit village de Larciano, si vous voulez. Et dans le cadre du jumelage des collèges, Poussan a cette exposition, mais qui ne déparerait pas le Grand Palais à Paris. Parce que ce sont des petites maquettes de dessins originaux qui sont toutes faites dans des matériaux qui existaient à l'époque de Léonard de Vinci. C'est assemblé comme l'aurait fait Léonard de Vinci. Il n'y a pas de choses, de colle, de produits modernes pour faire ce genre de choses, quoi. Alors cette exposition, donc, elle a fait les plus grandes capitales et elle les vient à Poussan. À Poussan. Cette capitale du monde, c'est la Perpignan, la gare de... Alors je vais vous emmener donc à Poussan. Vous avez Poussan, mais c'est un village que j'adore, Poussan. Je connais Poussan. Vous êtes un peu le roi de Poussan, vous aussi. Non, mais c'est très très joli, Poussan. Vous êtes un Poussanais d'adoption. Voilà, je suis un Poussanais d'adoption et de cœur. Alors donc, allons donc dans le foyer des campagnes, cette exposition sur les maquettes d'après des dessins originaux de Léonard de Vinci. Cette exposition, elle part de très loin finalement. Elle part d'un jumelage entre les collèges de Larciano, donc en Toscane italienne, et Poussan. Et d'où l'idée qui a germé de faire cette exposition, parce que Léonard de Vinci est né à proximité de Larciano. Et M. Andrea Neri, qui est l'initiateur de ce projet, a reproduit toutes les œuvres de Léonard de Vinci, effectivement en miniature. C'est quelque chose qui est unique et qui est extraordinaire. Léonard de Vinci m'a toujours fasciné. Pour moi, il a toujours été un génie, un maître. Quelqu'un qui a réussi à traduire par le dessin ce qu'il voyait dans la vie. Pour moi, de construire ces maquettes à partir de ce qu'il avait dessiné sur papier, c'était un peu comme entrer dans son esprit. Chercher à savoir comment il raisonnait, quelles étaient alors ses pensées. J'ai construit 57 maquettes. La plus belle, c'est le contacteur hydraulique. À la fois le plus fascinant, mais également le plus difficile à réaliser. Un autre modèle, c'est le pont tournant, à l'image de ceux d'aujourd'hui. J'ai construit mes maquettes en essayant d'utiliser des matériaux à l'identique de ceux qui existaient à l'époque où Léonard de Vinci a fait ses dessins. Je me suis rendu compte que malgré son génie, peu de machines que Léonard de Vinci avait dessinées pouvaient fonctionner en l'état parce qu'il manquait la force motrice, le moteur. Il manquait aussi certains détails qui n'ont été inventés que bien des années plus tard. De fait, très peu de machines que Léonard de Vinci avait conçues sur le papier ont fonctionné de son vivant.
Léonard de Vinci a marqué l'histoire car il avait compris les grands concepts, par exemple que l'air se comporte comme l'eau. Pour construire ces machines, j'ai dû me plonger dans les dessins et dans l'esprit de Léonard. Un esprit un peu fou. Et moi, je me sens plus fou que lui de les avoir construites. Très bien. Donc, pour aller voir cette exposition, vous allez à Poussan. Les Oulettes. Alors, c'est au foyer des campagnes et que tous les enfants des villages, des communes de 7 mètres, peuvent y aller. Ils ont gardé l'exposition ouverte jusqu'à début juillet, jusqu'au 2 juillet. Courez à Poussan les Oulettes. Merci, Votre Altesse. À plus tard. C'est quoi Attends, on connaît ça. Vous connaissez cette musique, mais oui. Si je vous dis Jean-Paul Belmondo, si je vous dis Athènes, c'est pas Peur sur la ville, donc c'est. Si je vous dis Robert Hossein, cherchez, on verra ça tout à l'heure. Ça vous agace, hein. Une poursuite dans Athènes. Oui, il était. Bon, allons-y, nous on parle de quoi là? Dans le Parisien, ce matin, un papier qui met à mal le concept vivre ensemble. Vous parliez de cinéma, justement, Paris-Province, cinéma, nous n'avons pas les mêmes goûts. Nous explique le Parisien ce matin, les comédies populaires ont plus de succès en province. Par exemple, pour une personne qui va voir les Tuches 2 à Paris, vous en avez 11 en province qui font la même démarche. Red Dingue, des visiteurs, le rapport est de 1 à 10. Camping 3 Radin, le rapport est de 1 à 9. Et alors, vous avez d'autres films comme Logan, Jason Bourne ou La La Land, où là, le rapport est de 1 à 4 ou de 1 à 3. Donc, on va dire plus classique et plus en rapport avec la population de l'Île-de-France et la population en province. C'est intéressant, ça, cette comparaison. Alors, pourquoi? Il y a une explication, des tentatives d'explication dans le Parisien, c'est assez intéressant. D'abord, en province, on va au cinéma 3 fois par an en moyenne, alors qu'à Paris, on y va en moyenne 11 fois par an. Donc, quand on y va moins longtemps, on prend moins de risques, on se dit j'y vais pour me marrer. Donc, on va voir les films censés être drôles. Après, la géographie des goûts cinématographiques est assez subtile, c'est-à-dire que Toulouse, par exemple, se rapproche assez de Paris dans les goûts cinématographiques, parce que c'est une ville, nous dit-on, dans le Parisien, très universitaire, avec une forte programmation de films indépendants. Parce que l'art et l'essai, c'est plutôt à Paris qu'au fin fond de l'Auvergne, par exemple. À Marseille, par exemple, on est assez peu cinéphile. Alors l'explication évidente, c'est la météo. Il fait beau, je sors. Et puis alors, on constate aussi que certains films marchent parce que il parle de la région. Mercenaires, un drame français sur le rugby, ça a cartonné à Bordeaux et à Toulouse. Les Ch'tis dans le Nord, bon, je vous en parle pas. Et puis alors, je découvre les films des Baudins, qui sont des humoristes d'Indre-et-Loire. Pardon, je ne les connaissais pas, mais bon, voilà, je découvre. Ils font de la scène aussi. Et ça a cartonné dans le centre du pays, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout marché ailleurs. Voilà. Donc c'est assez intéressant, ce papier dans le Parisien aujourd'hui. Je vous parle maintenant des Happy Days. Alors attention, Happy, A-P-I, comme apiculteur, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à samedi, vous avez les journées nationales de l'abeille dans 90 lieux en France et à Monaco. Alors l'abeille, je le rappelle, c'est un modèle d'insecte social, c'est-à-dire que dans la ruche, chacun travaille pour l'ensemble de la colonie, mais personne ne peut vivre seul. Et puis l'abeille, c'est évidemment la pollinisation. Vous avez 80% des plantes sauvages qui peuvent se reproduire grâce à elle. La pollinisation, je le rappelle, c'est le transport du pollen des organes de reproduction mâles, les fameuses étamines, vers les organes de reproduction femelles, les pistils. Et sans abeilles, nous aurions évidemment nettement moins de fruits, nettement moins de légumes, de laitage. La pollinisation, c'est nettement moins de vie. C'est 65% de notre diversité alimentaire. Et on a 2 jours pour l'apprendre ou le réapprendre à la faveur de ces Happy Days. Étoile de Mougins, maintenant. Rendez-vous mondial de la gastronomie. Coup d'envoi demain. Ça va durer 3 jours avec les plus grands chefs qui vous font découvrir toutes les saveurs de toutes les cuisines du monde. Concours, dégustation, démonstration. Vous avez tout le programme et 4 pages dans Nice Matin ce matin. Le président, ce sera Daniel Boulud, doublement étoilé. Le Lyonnais, je le rappelle, est aujourd'hui à la tête d'un empire qui emploie plus de 1000 personnes, puisqu'il a ouvert tout un tas de restaurants en Amérique du Nord, à Londres, à Singapour, un petit peu partout. Voilà, les étoiles de Mougins, ça commence donc demain et ça dure jusqu'à dimanche. Si vous passez par là, c'est au-dessus du Cannes, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y avait une très grande table célèbre à Mougins, vous vous en souvenez peut-être aussi. La musique, vous l'avez gardée, la musique que vous avez passée tout à l'heure? La musique d'Ennio Morricone.
C'est le casse. C'est le casse. C'est le casse. Le casse. On a mis oui. le temps. Hein. Oui, le casse, Henri Verneuil. Avec, c'est Henri Verneuil que je voulais signer. Si je vous avais dit Omar Sharif, vous auriez J'ai peut-être... dit 1000 milliards de dollars tout à l'heure, je pensais à Verneuil. Non.